Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, le centre de promotion du livre Jeunesse 93 est connu pour organiser un formidable salon chaque année en novembre. Mais son action en faveur de la lecture se déploie toute l'année et c'est de cela dont on va parler avec sa directrice, Sylvie Vassalo. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire et littéraire, la mort du ténébreux, du veuf, de l'inconsolé, de Gérard de Nerval, star des programmes de français. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle nous emmènera à la découverte d'un oiseau disparu depuis 140 ans. Et puis enfin, rendez-vous comme chaque semaine avec Sandra Ferreira pour Plateau Repas. Notre nutritionniste et diététicienne vous dira tout aujourd'hui sur l'intolérance au gluten chez les enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. D'habitude, vous la voyez sur les plateaux de radio ou de télévision à partir de mi-novembre, à l'approche du rendez-vous annuel de la lecture et des jeunes, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui se tient depuis maintenant, je crois, plus de 30 ans à Montreuil. C'est logique, elle le dirige, mais ce salon n'est qu'un pan de l'activité formidable d'une association, le Centre de promotion du livre jeunesse 93. Et ce centre, il est en actualité toute l'année dans les écoles, les crèches, les bibliothèques, les médiathèques, les centres sociaux, bref, sur le terrain. Sylvie Vassalo, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir pour parler d'autre chose que du salon, qui est un salon absolument formidable. Bravo, mais on va parler de tout le reste, et ça fait beaucoup tout le reste. Oui, ça nous occupe toute l'année. On est une petite équipe, mais déterminée pour promouvoir la lecture auprès des enfants et des jeunes, en Seine-Saint-Denis et pas seulement, et on a beaucoup d'idées pour ça. Premier axe, je le disais, les écoles, et alors ai-je découvert, dès la crèche? Oui, on commence un petit peu à travailler en direction de la petite enfance. Devenir lecteur, c'est un parcours qui est parfois long. Et en tout cas, c'est bien de pouvoir commencer tout petit. En Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de crèches départementales, municipales. Et c'est un beau terrain pour aider les enfants à aller vers la lecture, les enfants et les parents, parce que c'est un moment où on peut poser cette question aussi directement aux parents. Donc, il y a déjà beaucoup d'actions. Le département de Seine-Saint-Denis est très actif dans ce domaine. Et nous allons former les personnels des crèches à la question de la lecture. Avec des imagiers notamment, je crois. Alors ça continue à l'école. Au collège, il y a des thématiques, beaucoup de thématiques. J'ai vu sur la question de l'égalité filles-garçons. C'est un choix? Oui, au collège, on suit le parcours d'éducation artistique du département de la Seine-Saint-Denis, qui est notre principal financeur. C'est pourquoi j'en parle autant. Ce département. Vous voulez qu'on répète Seine-Saint-Denis 3 fois? Voilà. Département, il faut mettre département avec. Oui, parce que c'est non, mais apparemment, où on se situe, et c'est un département qui est. Blague à part, qui fait un effort considérable dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Donc je le dis sans ironie, en fait. Oui, ce département, c'est un département qui est très jeune. C'est un des plus jeunes et un des plus pauvres de France. Donc il est vraiment fort d'inégalités, fort de richesse. Mais la question de la culture est obligatoire en quelque sorte. Donc c'est pourquoi ce département est très actif dans le domaine de la culture et il a mis en place, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des parcours d'éducation artistique. Et nous menons des parcours d'éducation artistique. Ça veut dire installer des auteurs en classe pendant 40 heures, pendant une année, pour permettre aux jeunes de comprendre ce qu'est la création, donc de créer en direct avec des auteurs de littérature de jeunesse. Ce qui est très important, donc c'est pas seulement des cours, c'est pas quelque chose de vertical et de descendant. Il y a aussi cette idée qu'en faisant, on accède différemment à la fois à l'écriture et ensuite à la lecture. Oui, on comprend mieux ce qu'est le processus de création, en quoi il est personnel. Je pense que ça peut donner confiance aux enfants et aux jeunes, puisque là il s'agit de collège, ce sont plutôt des jeunes, de comprendre comment chacun peut devenir créateur. Alors pas forcément créateur d'histoire, ça peut être créateur de peinture, créateur de mode, je n'en sais rien, mais l'idée de se confronter à un créateur en train de créer avec eux, ça permet de s'approprier ce processus qui est mystérieux et ça permet, c'est pas directement lié à la réussite scolaire, par contre c'est lié à l'épanouissement personnel. On n'a pas de bonnes notes, de mauvaises notes dans vos ateliers. C'est ça, voilà. L'idée c'est de faire. Et donc cette thématique, je disais filles et garçons, très forte. Oui, alors du coup, cette thématique filles et garçons, c'est une thématique qui est transversale à ces projets chaque année, qui sont souvent aussi des projets soutenus par des valeurs de citoyenneté. Donc la création, elle n'est pas liée à la citoyenneté, c'est vraiment un acte de création. Mais c'est dans l'idée de permettre à chacun de comprendre ce qui se passe autour de lui, comment l'art et la culture permet de se situer dans la société. Et dans ce cadre-là, la question de l'égalité filles-garçons est vraiment évidemment déterminante. Voilà, alors en disant quand même que les sujets sont très variés, puisque j'en ai quelques-uns. La littérature fantastique à l'attaque des clichés sexistes, mais il y a aussi une enquête sur la place des filles et des garçons dans la ville, etc. Donc oui, c'est aussi l'occasion de comprendre que la littérature de jeunesse est portée par des modalités d'écriture complètement différentes. On fait de la poésie différemment que du théâtre ou du roman ou du fantastique ou un roman plutôt
de littérature réelle. C'est donc un moment de compréhension aussi de ce qu'est cet art littéraire. Au lycée, littérature graphique. Oui, la littérature de jeunesse a cet immense avantage de porter des textes, mais aussi des images, et un rapport assez fin entre le texte et les images. Donc là, pour le coup, c'est plutôt en lien avec la région Île-de-France. Ce sont aussi des parcours d'éducation artistique autour des littératures graphiques, c'est-à-dire des littératures qui utilisent à fond l'image, la bande dessinée, les romans graphiques. Donc c'est un parcours qui est aussi ouvert à l'Europe, et au-delà des frontières européennes, puisqu'on y fait découvrir, dans le cadre de ces parcours, à la fois des auteurs qui éditent en France, mais d'autres qui ne sont pas édités en France, qui sont d'abord édités à l'étranger, puis traduits en France. Et ce parcours se fait à la fois avec à la rencontre des auteurs, mais aussi à la rencontre des éditeurs qui publient ces ouvrages. Plein de rencontres. On va évidemment continuer à en parler pendant tout ce grand oral, offrir au plus grand nombre de fréquenter une littérature de jeunesse contemporaine exigeante. C'est l'objet du centre de promotion du livre Jeunesse 93. Sylvie, on se retrouve, si vous voulez bien, juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche littéraire aujourd'hui. Vous êtes laissé oui, il y a un concept consacré aujourd'hui. Donc vous allez aller chercher la date de naissance ou de mort de plein d'écrivains et vous avez coup de chance, un 26 janvier en 1855, c'est un coup de chance pas pour lui, Gérard de Nerval, écrivain et poète que les élèves croisent forcément en cours de français durant leur scolarité. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Des vers extraits bien sûr du poème le plus célèbre de Gérard de Nerval, El Desdichado, le déshérité. Pour la petite anecdote, c'est notamment avec ces vers qu'on apprend aux élèves ce qu'est un oxymore. Vous savez, mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Un soleil, c'est pas noir normalement. Voilà, le soleil noir oxymore, c'est-à-dire le fait d'opposer deux mots juxtaposés. Gérard de Nerval, figure majeure du romantisme français. Oui, il fait partie de ceux qui s'opposent aux classiques au XIXe siècle. Je vous avais déjà parlé de la bataille d'Hernani en 1830, lors de la représentation de la pièce Hernani, justement, de Victor Hugo. Pièce qui ne respecte pas la règle des trois unités, unité d'action, unité de lieu, unité de temps. Pièce qui bouscule les règles de la syntaxe. Et ce jour-là, une bataille est déclenchée. Ça se bat y compris physiquement. Théophile Gautier, son gilet rouge, toutes ces choses-là. Et parmi les défenseurs des romantiques, il y a donc Théophile Gautier, Hector Berlioz ou encore Gérard de Nerval. Et donc tout ce beau monde a d'ailleurs fréquenté pendant une courte année le Petit Cénacle, cercle d'écrivains et d'intellectuels qui se réunissaient autour de Victor Hugo. À l'époque, Nerval est un jeune poète, mais c'est surtout grâce à une traduction qu'il connaît ses premiers succès. Oui, parce qu'il s'intéresse à la littérature allemande et en 1827, il traduit Faust, la pièce de théâtre de Goethe. Il n'a que 18 ans et c'est Théophile Gautier qui raconte que l'une des plus grandes fiertés de Gérard de Nerval, c'est que Faust lui a écrit après l'apparition de la traduction. Faust Goethe, sans doute. Et Goethe, j'ai dit quoi? Que Faust. Que Goethe lui a écrit, mais décidément, que Goethe lui a écrit après l'apparition. Non, mais après, ça peut être Faust, hein. Non, c'est plutôt Goethe. Et il lui a dit, je me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant. Beau compliment. Ah oui. Et par la suite, Nerval publie plusieurs recueils de poèmes. Oui, il y a Les Odelettes en 1834, puis bien plus tard Voyage en Orient en 1851, qui est un recueil où Gérard de Nerval évoque ses nombreux voyages. Mais il n'écrit pas que des poèmes, il y a aussi des nouvelles, comme celle réunie dans le recueil Les Filles de Feu en 1854. Chaque nouvelle porte le nom d'une femme et chaque femme correspond à un idéal inaccessible. C'est également dans ce recueil que Gérard de Nerval publie ses sonnets, 12 sonnets réunis sous le nom Les Chimères. Recueil, Les Filles du Feu, si mes lointains cours de Sorbonne sont encore valables, qui sort quand il est interné dans une clinique. C'est ça. Il va pas bien. Non, il va pas très bien. C'était une de ses particularités. En fait, très jeune, il est sujet à des hallucinations, il y a des crises de folie. C'est une personnalité assez complexe. Beaucoup de critiques utilisent d'ailleurs le mot bizarre pour évoquer la poésie même de Gérard de Nerval, qui à la fois correspond parfaitement à ce mouvement de l'époque qui était le romantisme. Et d'ailleurs, on disait de lui que c'était le plus pur des romantiques français. Juste avant sa mort, il écrit son dernier recueil, Aurélia ou le rêve et la vie, sorte d'œuvre thérapie dans laquelle Gérard de Nerval raconte ses crises de folie auxquelles il était sujet et la très mince frontière entre le réel et le rêve pour lui. Et il décède en 1855 de manière, dans des circonstances encore plus connues aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est que beaucoup s'accordent à dire qu'il s'est suicidé puisqu'on l'a retrouvé pendu à une grille près de la place du Châtelet à Paris. Qui peut fonctionner. Voilà. Sauf que par exemple Baudelaire, lui, pense que c'est impossible qu'il se soit suicidé. Il évoque la piste de l'assassinat, mais aujourd'hui on ne sait toujours pas. Emma, merci beaucoup. En tout cas, Nerval qu'on croise évidemment dans tous les programmes de français. Grand oral, on retrouve Sylvie Vassallo.
112 541 participants, dont 7 241 en relation directe avec des artistes, 68 820 participants lors des actions familiales, 36 480 en lien avec les expositions. Je ne vais pas donner tous les chiffres, de toute façon vous n'allez pas les mémoriser, c'est juste pour vous dire que le centre de promotion du livre jeunesse 93, organisateur du célèbre salon dit de Montreuil, eh bien, il est sur le terrain absolument toute l'année, vacances comprises. Sylvie Vassallo, vous le dirigez, vous êtes notre invité. Vous le disiez, en des termes un peu différents, mais que je traduis à ma façon, la Seine-Saint-Denis, territoire à la fois très foisonnant, très fragile aussi. Le Covid a laissé des traces chez les enfants. Ah oui, on a mesuré l'état des inégalités dans ce département. On le connaissait, mais on ne pensait pas que c'était à ce point. Et notamment sur les questions du numérique, ça a été pour nous... Encore une fois, pas totalement une découverte, mais on a mesuré le nombre d'enfants qui n'y avaient pas accès. Qui ne pouvaient pas être accompagnés en numérique par leurs parents, qui avaient des abonnements trop fragiles pour pouvoir supporter les cours qui passaient en numérique, etc. Et ça nous a amené à rapprocher encore notre action du terrain, c'est-à-dire que plusieurs de nos actions qui se déroulaient de manière uniquement centrale, notamment notre parc d'attractions l'été. On installe un grand parc d'attractions dans la verdure. Alors, c'est quoi ce parc d'attractions ? Alors, je vais vous le dire, mais juste pour dire que c'était une opération centrale. On faisait venir les enfants à nous. Et pendant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, on s'est dit qu'il fallait aussi aller vers eux. Donc on a gardé cette idée centrale, mais aussi on a une tournée qui fait toute la Seine-Saint-Denis. Il y a le parc fixe, le parc mobile, le parc virtuel et le parc plage. Oui, en fait. Vous avez déposé la marque là quand même. Parce que... Même pas. Oui, l'idée du parc d'attractions littéraires, c'est de pouvoir aller à la lecture par le jeu, à la littérature par le jeu et en extérieur. Finalement, c'est presque l'inverse de la lecture intime, qui est une lecture qu'on a pris l'habitude de en chambre posséder. En chambre, pour même soi, en bibliothèque, mais pour soi, c'est une ça. lecture qui se fait à l'intérieur de notre tête, qui se fait seule. Là, c'est une lecture extérieure, joyeuse, collective, avec beaucoup de jeux. On a par exemple imaginé un parcours littéraire olympique. En fait, ce sont des illustrations de littérature de jeunesse qui s'enchaînent avec des postures à mettre en place en lien avec les illustrations et qui permettent de faire bouger son corps. Faire le disco ball. Exactement. Regardez, on est en train de le voir. C'est ça, non Oui. Exactement. C'est super. une des expositions qui a eu lieu au parc d'attractions. Et donc, ce parc, il est en centrale dans la Courneuve, dans le parc de la Courneuve, mais il est également itinérant. Donc de façon mobile, dans les îles de loisirs. Aller vers les jeunes, aller sillonner le territoire. On s'approche. Vous faites aussi circuler une malle des livres. On fait circuler plusieurs malles. Ouais. C'est en lien avec l'éducation nationale, avec l'Académie de Seine-Saint-Denis, et les enseignants reçoivent des malles de livres qui leur permet de rester en lien avec la littérature de jeunesse contemporaine et la plus récente. Donc pas seulement Nerval, mais on a le droit de... Exactement, avec les auteurs d'aujourd'hui. C'est important pour les enfants d'aujourd'hui, bien sûr, d'avoir un patrimoine et de le recevoir en héritage, mais aussi de comprendre que la littérature, c'est quelque chose de très proche d'eux, de très contemporain, qui leur permet de voyager dans leur propre histoire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais notamment au collège, quand vous envoyez des écrivains dans les classes, voilà, ce sont des belles plumes ou des beaux pinceaux de la littérature jeunesse. Ce sont les plus grands écrivains de la littérature de jeunesse du moment qui acceptent de venir travailler avec les élèves, parce que je crois qu'ils ont cette conscience aussi de leur rôle de passeur. Looping, qui est-il ? Alors, Looping, c'est un petit robot. Ouais. On aime bien utiliser le numérique pour aller vers des publics spécifiques. Et depuis longtemps, je me souviens de ça, moi. Et depuis toujours, parce que, en fait, pour certains enfants, et notamment les enfants en situation de handicap, la lecture classique, la lecture habituelle, un livre papier avec des couvertures, des pages, etc., à tourner, finalement, ce n'est pas accessible à tous. On est assez peu sensible en France, ça vient, mais ça vient lentement. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont dyslexiques ou dys, comme on dit aujourd'hui, on se rend compte qu'on a mis du temps à comprendre que dans le processus classique de lecture, pouvait laisser des enfants un peu en dehors du chemin. Donc Looping, c'est un petit robot qui s'adresse aux enfants en situation d'autisme et qui leur fait la lecture de façon totalement déshumanisée, parce que c'est un robot, donc sans émotion. Et pour eux, le fait qu'il n'y ait pas d'émotion, que ce soit neutre, que la lecture soit neutre, ça leur permet d'entrer dans le texte. Oui, c'est ça. Et petit à petit, on peut faire le chemin. Le CPLJ, il a quel âge ? Plus de 30 ans ? Alors, le salon a 38 ans et le CPLJ à peu près autant. À peu près le même âge. Qu'est-ce qui a changé
le plus sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis? Est-ce que c'est plus dur qu'avant? Est-ce que tout le travail qui a été accompli par vous et par d'autres quand même, parce que c'est un territoire dont on s'occupe, laisse des traces? Est-ce que de toute façon il accueille toujours des populations plus fragiles, ce qui fait que c'est le tonneau des Danaïdes, il faut recommencer? Je crois que c'est un département qui est très très en mouvement et effectivement on sent à la fois qu'il y a beaucoup, on parle de notre action, mais il y a énormément d'acteurs comme nous dans ce département qui travaillent dans le domaine de la culture ou dans le domaine social. Voilà, il y a des structures, il y a des institutions, il y a quand même un tissu qui est fortement là, mais c'est toujours, je ne sais pas si c'est toujours plus dur, c'est toujours dur en tout cas. C'est toujours dur parce que les inégalités s'accroissent. La crise du Covid, on en a parlé tout à l'heure, a mis quand même encore des traces plus lourdes. Le public change, les professionnels, c'est un département qui est difficile pour les professionnels. Donc les professionnels aussi bougent beaucoup. Les enseignants, les acteurs sociaux, etc. Bon, ils sont très ancrés. J'ai l'habitude de dire, on sait pas toujours pourquoi on vient travailler en Seine-Saint-Denis, mais on sait pourquoi on y reste. Ouais. Bon, allez, c'était aussi une réplique dans les ch'tis, si je me souviens bien. Sylvie Vassalon, on se retrouve dans quelques secondes après la récré. Il y a quand même de l'espoir. 84% des jeunes déclarent adorer lire et le nombre de livres lus pour le plaisir est en hausse chez les 7-19 ans, lisais-je récemment. C'est que tout ça sert quand même à quelque chose. La récré. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Et dans cette heure de la récré, vous allez nous parler de scientifiques qui ont retrouvé un oiseau qui n'avait pas été vu depuis 140 ans. Mais absolument. Ils cherchaient cet oiseau depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'ils voulaient à tout prix le voir. Et ça y est, enfin, ils ont trouvé. Alors ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie. Plus de la moitié du pays est recouvert par la forêt primaire, c'est-à-dire par une forêt qui n'a pas été modifiée par l'être humain, ce qui est rare. La forêt abrite plus de 700 espèces d'oiseaux, dont 7 oiseaux, regardez, le paradisier, qui est d'ailleurs dessiné aussi sur le drapeau du pays. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. D'accord, voilà. Mais et l'oiseau rare? Alors, en fait, ça c'est pas l'oiseau rare, le paradisier. Non, ça c'était une petite info plus une info comme culturelle. ça. Voilà. Culture G, okay, mais l'oiseau rare, c'est un pigeon faisan à nuque noire. Et ça ressemble à ça, regardez. Vous voyez, c'est un oiseau au plumage orange, vert et bleu. Et donc, ces scientifiques le cherchaient sans parvenir à le trouver, alors que les habitants leur avaient déjà dit en avoir vu. Puis finalement, ils se sont rapprochés au maximum. Ils les dans le vide, c'est qu'on leur avait dit. On leur avait dit. Oui, non, ils savaient à peu près où c'était, mais pas exactement. Voilà. Et puis, ils ont fini par le trouver. Ils ont laissé des pièges en fait photographiques, ce sont des appareils qui se déclenchent au passage des animaux. Et ça a marché. Eh ben oui. Ils racontent qu'ils étaient tellement heureux, ça m'a fait rire, et étonnés de voir ce pigeon faisant sur les images que c'était, je cite, comme si on avait trouvé une licorne. Donc voilà, le but maintenant, ça va être d'en découvrir d'autres, de les recenser, et puis de voir comment les protéger. Merci beaucoup, le pigeon faisant, excellent. Oui. Je voulais l'imiter, mais j'ai pas. Non, je voudrais surtout pas vous frustrer. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Parce que je ne sais pas imiter le pigeon faisant. Je voulais C'est faire vrai? Non, pas du tout. Pour demain. Ah oui, on va voir. Sylvie Vassalon, Grand Oral. La littérature pour enfants n'est pas le lieu de l'apprentissage et de l'éducation ni morale ni sexuelle. La littérature raconte des histoires. La fiction permet aux enfants de se comprendre, d'apprendre l'autre, de se confronter aux peurs qui les taraudent, d'apporter des réponses aux multiples interrogations qui les traversent. Sylvie Vassalon, vous avez dû reconnaître ce morceau de texte ? Extrait d'une tribune que vous avez publiée dans Le Monde, c'était en 2016. Mais c'est pas évident pour tout le monde parce que cette idée qu'il faille laisser l'écriture en liberté et donc la lecture en liberté, elle est régulièrement remise en cause, notamment par les politiques. Oui, par les politiques, parfois par les parents. C'est pas un sujet facile parce que historiquement la littérature de jeunesse a une vertu éducative, de façon ludique, mais en tout cas une vertu éducative et on peut pas dire l'inverse. Parce qu'on pense Comtesse de Ségur, parce qu'on pense. Oui, c'est l'histoire de la littérature jeunesse et même les contes, qui est l'autre partie plus populaire de la littérature de jeunesse. Finalement, il y avait cette dimension d'avertissement et de compréhension et de transmission aussi d'une histoire. Et je crois que ça reste vrai. La question qui est posée, c'est plutôt de se dire que la littérature de jeunesse n'est pas là pour éduquer comme l'école l'est ou comme les parents le sont. La littérature de jeunesse, effectivement, elle raconte des histoires. Donc elle a un espace pour raconter ces histoires qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus grand, qui peut se permettre de ne pas apporter des réponses fermées, mais d'apporter des réponses ouvertes, qui peut permettre de réfléchir, de voyager, de circuler. Qui n'exclut pas évidemment le territoire de l'école, mais qui l'excède largement. En 2016, Télérama a organisé des états généreux de la culture, et vous avez alerté à ce moment-là en disant une partie des familles se ressent comme absente des livres jeunesse et le vit comme une mise hors jeu de l'espace culturel légitime. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Comment on lutte contre ça? En allant dans les crèches?
En tout cas, je me dis que je disais à ce moment-là quelque chose que tout le monde dit aujourd'hui sur la représentativité, par exemple, des femmes, les inégalités invisibles dans la littérature de jeunesse et qui sont pourtant visibles dans la société. Et il y a effectivement une part de la littérature de jeunesse qui est comme la société, qui reste normée et qui a un petit peu de mal à s'ouvrir à l'ensemble de la diversité, à l'ensemble des représentations. Ça a bougé quand même depuis 2016. Ça a énormément bougé. Il y a des éditeurs, alors je pense évidemment à Talon, mais il n'y a pas que, il y en a plein, on en a accueilli régulièrement ici. Lors du dernier salon, je me promenais dans les allées un soir au moment de la fermeture et en fait aujourd'hui la question des filles, elle est complètement omniprésente, elle est partout. On ne peut pas dire qu'elle a gagné, mais en tout cas elle a complètement changé et ça s'est fait en 7-8 ans. Oui, ça a beaucoup changé, mais ça reste vrai peut-être d'autres questions qui sont encore plus délicates parce que aborder ces questions avec des histoires, ça veut dire aussi avoir une littérature de jeunesse ouverte du côté de ses auteurs, ouverte du côté de ses éditeurs, et c'est un chemin qui se fait comme il se fait dans la société. Finalement, ce serait totalement improbable, exactement, voilà, qu'il se fasse autrement que dans le reste de la société. On accueille encore il n'y a pas longtemps aussi Benjamin Lacombe qui vient de faire une version exceptionnelle de Cendrillon, très à part. Voilà. Les parents, vous le disiez en début d'émission, acteurs essentiels, vous les formez. Pourquoi c'est pas simple? Pourquoi c'est si compliqué également d'organiser la rencontre avec le livre? Parce qu'eux aussi, finalement, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs repères. Et ce que vous dites là, il ne faut pas juste l'expliquer à la puissance publique, aux éditeurs, il faut aussi l'expliquer aux familles. En fait, on s'est rendu compte qu'on raconte beaucoup, on dit beaucoup aux parents, il faut absolument lire des histoires aux enfants, c'est important, en plus de l'école, le soir, il reste beaucoup de choses pour eux, de leur épanouissement personnel, de leurs études, enfin de ce qu'ils pourront apprendre, du vocabulaire, etc., etc. Et en fait, il y a des parents pour qui la question de la lecture à la maison n'est pas une chose facile, soit parce qu'ils ne possèdent pas cette lecture pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils se sentent pas à l'aise pour le faire, soit parce que leurs parents eux-mêmes ne l'ont pas fait et on sait que c'est vraiment une histoire de transmission, les questions de bibliothèque familiale. Donc on s'est dit qu'il fallait aborder cette question un peu plus frontalement et on a organisé un programme qui s'appelle Des livres à soi et ce programme permet aux parents de les familiariser, de les sensibiliser, de leur permettre de devenir aisément lecteurs de livres d'images avec leurs enfants. Toujours dans votre rôle de formation, vous avez aussi créé une école, l'école du livre de jeunesse. Oui, c'est une école une actu, je crois, puisque vous ouvrez un parcours de formation en ligne interactif. Oui, tout à fait. Cette école, c'est une école à la médiation littéraire. C'est-à-dire qu'on a poussé ce terme de médiation. Entre les enfants et les livres, il faut des médiateurs. Donc il y a des enseignants, il y a des bibliothécaires, il y a des parents. Et cette école va former tout ce monde, en même temps les acteurs sociaux également, pour que le livre soit présent partout. Et pour faciliter l'accès à cette école, nous venons d'ouvrir un parcours digital avec 2 comédiens sur la littérature à voix haute. Donc c'est un parcours qu'on peut faire chacun à son rythme et pour lequel on peut s'abonner sur Internet. Voilà, et si vous êtes parent, on sait que si les parents lisent des histoires aux enfants, ça change beaucoup de choses pour les enfants, y compris en termes de réussite scolaire, de manière purement utilitaire d'ailleurs. Tout à fait. Les résultats sont visibles. Et plus. Sylvie, merci beaucoup. Emma, merci beaucoup. On est jeudi. Plateau repas, vous restez avec nous, on va à la cantoche. Volontiers. Sandra Ferreira. Plateau repas, c'est tous les jeudis notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse sur School TV, mais aussi diététicienne, nutritionniste dans le civil. On parle souvent de sujets assez amusants, assez cocasses. Vous nous faites manger des pop-corns qui ne font pas grossir ou de la galette des rois, pareil, extrêmement saine. Aujourd'hui, on va sur un sujet un peu plus sérieux. Enfin, les autres sont sérieux aussi, mais un peu plus grave sans doute. On va parler du gluten et plus particulièrement de l'intolérance au gluten qui peut prendre la forme d'une maladie, la maladie cœliaque, qui malheureusement touche les adultes et les enfants. La maladie cœliaque, c'est quoi ? Bien, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est causée par l'incapacité de l'organisme à absorber le gluten alimentaire. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le gluten ? Je sais qu'il y en a dans du pain, dans des pâtes, dans des choses comme ça. Il faut quand même comprendre que le gluten, c'est pas ajouté artificiellement, c'est naturellement présent dans 3 aliments essentiellement, le blé, l'orge et le seigle. Alors qu'on comprenne bien, l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque n'est pas une allergie. La réaction, elle est vraiment différente, on va les voir juste après. Une personne qui est atteinte de maladie cœliaque et qui va manger des aliments qui renferment du gluten va en fait abîmer son intestin et il va moins absorber
toutes les valeurs nutritives d'un aliment, tout simplement, et ça va poser problème à la santé. Donc, quand on parle de l'enfant, il faut savoir qu'une maladie cœliaque non diagnostiquée va quand même nuire à sa croissance et au développement de manière générale. Donc, c'est important d'en parler. Alors, comment ça se détecte, cette intolérance? Et on insiste bien sur ce mot d'intolérance, c'est pas une allergie. Voilà, alors c'est une intolérance. Les symptômes, en général, sont les suivants. Une croissance insuffisante ou une perte de poids. Vous voyez votre enfant qui grandit pas bien, une perte de poids, un manque d'appétit, parfois des maux de ventre un peu inexpliqués ou des gonflements. On peut avoir de la diarrhée, de la fatigue, de l'irritabilité et souvent une carence en fer puisque l'intestin absorbe moins les nutriments. Malheureusement, la moitié des enfants, ou heureusement, n'ont pas de symptômes gastro-intestinaux. Donc ça peut paraître malheureusement pour eux, mais heureusement pour eux, mais malheureusement parce que ça n'aide pas à diagnostiquer. Donc comment on s'assure qu'il y a une Bon, déjà, la première chose à faire, c'est de consulter son médecin. Ça, c'est une certitude, votre médecin traitant. Évitez par vous-même d'enlever le gluten alimentaire parce que lorsqu'on va vouloir faire les tests, ça va tout fausser. Donc il faut faire les tests dans une alimentation tout à fait normale. Alors c'est une prise de sang, c'est assez simple, c'est un test sanguin. Si le résultat est positif, le médecin va ensuite envoyer votre enfant vers un gastro-entérologue qui lui fera des tests plus poussés pour être sûr et donner un diagnostic officiel. Ok, si malheureusement mon enfant est positif, si donc il a cette maladie cœliaque, comment je le nourris ? Alors déjà, l'idéal, ça serait d'aller voir ou un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste qui va pouvoir vous guider quand même sur la lecture des étiquetages, parce que parfois on a un petit peu de mal, sur l'équilibre global du repas, parce qu'il ne faut pas oublier que cet enfant, il grandit, il faut qu'il mange équilibré. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on mange sans gluten, les dommages liés à l'intestin vont disparaître. Donc ça, c'est super chouette. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun traitement qui guérit cette maladie à l'heure actuelle. Donc, toute la vie, il va falloir faire attention. Il faut manger sans gluten, mais c'est largement faisable. Donc on va éviter tous les aliments qui vont contenir du gluten, je répète, le blé, l'orge, le seigle. Souvent, on parle de l'avoine qui contient du gluten. En fait, il n'en contient pas. C'est juste que parfois, il y a des contaminations lors de la récolte, etc. Donc, assurez-vous que quand il y a de l'avoine, il soit bien estampillé sans gluten. Concrètement, qu'est-ce qui va contenir? C'est ce que je dis au début, non? Le pain, les pâtes, le pizza. Pâtes, pizza, certains desserts, les viandes panées, tout ce qui va être plus industriel. Heureusement, on a une époque où on a des versions sans gluten, très facilement. C'est vrai. Ouf, notamment des pâtes. Ouf. Et naturellement, sans gluten, on va avoir les fruits, les légumes, les légumineuses, la plupart des produits laitiers, les poissons, la viande. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, alors à ce moment-là, si soi-même on n'a pas cette maladie cœliaque, qu'on mange du gluten? À côté des enfants? Si, voilà, à côté des enfants, vous n'êtes pas malade cœliaque et qu'eux mangent du gluten, effectivement, il peut y avoir un risque de contamination croisée. Donc, petit conseil, utilisez toujours un grille-pain différent pour l'enfant malade cœliaque. Il faut s'équiper quand même. Quand même, oui. Parce que ça peut être de fines particules qui suffisent à attaquer l'intestin grêle. Qui suffisent quand on est malade cœliaque et pas juste intolérant au gluten. Je parle vraiment de la maladie cœliaque. On évite de faire frire les aliments qui contiennent du gluten dans la même huile, par exemple, des choses toutes simples. Mais parfois, le parent n'y pense pas. Donc c'est important de se dire, je ne comprends pas, j'ai enlevé tout le gluten à mon enfant, pourtant il est encore malade. C'est peut-être des contaminations. Donc l'eau des pâtes, j'imagine, je fais d'abord les pâtes sans gluten et après les pâtes avec. Sinon... Exactement. J'ai compris le principe. Voilà, les planches à découper distinctes. Alors c'est vrai que ça peut sembler compliqué, mais avec l'expérience, avec un peu d'entraînement, on y arrive. Avec un peu d'entraînement et d'accompagnement, on y arrive bien. Super. Et par contre, systématiquement, on va voir le médecin. Il y a des personnes qui arrêtent le gluten sans avoir de certitude. C'est pas l'idée du siècle, parce qu'on peut se rendre, si ce n'est intolérant, là, pour le coup, du moins allergique. Il y a des personnes qui ont une petite mode de l'intolérance au gluten. J'appelle ça une mode parce qu'il y a des vrais intolérants et d'autres qui supportent un petit peu moins. C'est pas une bonne idée si on veut faire les tests dans les bonnes conditions. Bon, après, on peut faire un test en tant qu'adulte, mais chez l'enfant, c'est vraiment pas une bonne idée. Sandra Ferreira, Plateau Repas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Sylvie Vassallo, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans les 1001 opérations que réalise le salon. Il y a une télé, vous faites pendant le salon d'ailleurs. Tout à fait. Avec plein d'auteurs qui sont intervenus. Et puis Kiboukin, avec un K. Oui, c'est une plateforme de préconisation à la littérature de jeunesse. Donc, ce sont les livres qu'on a aimés dans les dernières parutions. Voilà, donc vous avez la librairie de Célie Luton et Kiboukin du salon, du CPLJ 93. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'on vous invite pour parler à l'année qu'on vous réinvitera pas quand même pour parler du salon. Marc Boutavant, Grand Ours cette année, vous le savez, on l'avait accueilli ici. Il sera à la Foire internationale du livre de Bologne à partir du 6 mars. C'est chouette aussi. Et puis on reparlera peut-être de ce parc d'attractions littéraires, ouverture le 28 juin à La Courneuve. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Morgane Brunet au maquillage. En régie, Marine Plantec qui a préparé cette émission et qui était assistée par Dylan Coller, Saïd Mamou pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV et on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.